Chers auditeurs, bonjour. Notre émission quotidienne va malheureusement être bouleversée par l'événement majeur que vous savez, c'est-à-dire l'étrange phénomène météorologique qui s'approche de notre région. C'est pourquoi Stéphanie, vous vous trouvez exceptionnellement dans notre studio ainsi que toute l'équipe. En effet, Pierre, un phénomène météorologique d'une ampleur exceptionnelle est en train de se produire au-dessus de nos têtes. Des vents à plus de 250 km/h, des tornades et même, fait extraordinaire, une aurore boréale dans le ciel de Montpellier. Oui, vous avez bien entendu, une aurore boréale, c'est du jamais vu. Surtout, restez chez vous, barricadez vos portes et vos fenêtres, soyez prudents car dehors... Vous voyez, mieux vaut rester chez soi. Oui, effectivement, Michel, on n'avait jamais vu ça dans l'histoire de la météorologie. Tout à fait, Pierre. Avant de retrouver Nathanaël Klinski pour un point sur la mobilisation des autorités, nous allons tout de suite... Ça va? Tout le monde va bien? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un orage magnétique, un trou dans la couche d'ozone, une antenne émettrice vieillissante. 4 chroniqueurs d'une émission de radio montpelliéraine ignorent que cette combinaison d'événements va les précipiter dans les couloirs de l'espace et du temps. S'apercevant qu'ils sont toujours écoutés, nos consciencieux professionnels décident de continuer coûte que coûte à faire leur travail. Depuis, ils errent d'époque en époque dans leur station de radio pour le plus grand plaisir des auditeurs. Ils sont perdus sur les ondes. 6e jour. Conférence de rédaction. Bon, les enfants, je ne vous cache pas que la situation est critique, hein. Hier déjà, Nathanaël, tu as failli te faire écraser par un troupeau de tricératops. C'était pas des tricératops, c'était des pachyrhinosaures. N'empêche qu'on a failli te perdre. C'est important quand même, parce que le pachyrhinosaure, il n'a pas de cornes sur le nez. Comment voulais-tu faire une bonne émission? Même mon entretien avec le Purgatorius était minable. Ce foutu primate n'a fait que manger pendant tout l'enregistrement. Ok, sauf que même quand tu as affaire à des homo sapiens, c'est pas forcément mieux. Rappelle-toi l'interview de Napoléon III, elle était inexploitable. Ce type ne comprend rien. J'ai tenté de lui expliquer qu'il allait perdre la guerre à la bataille de Sedan, que l'Alsace et la Lorraine passeraient du côté allemand, il m'a ri au nez. Voilà justement ce dont je voulais vous parler. Vous vous souvenez quand Stéphanie a dit à Lee Harvey Oswald qu'il serait mieux sans lunettes? Il a failli rater Kennedy à cause de nous. N'empêche qu'il était mieux sans lunettes. Vous avez déjà vu Retour vers le futur? Oui. Non. C'est un film. Là-dedans, ils disent que la moindre modification dans le passé a des conséquences directes sur le futur. Imaginez qu'avec vos conneries, je sais pas par exemple, on empêche la création de la radio. Résultat, on resterait coincé dans cette merde pour toujours. Bon, je ne suis pas encore bien sûr de comprendre ce qui nous arrive depuis cette tempête, mais il va falloir nous faire cette idée. Nous n'en rendrons peut-être jamais. Oh, ne dites pas ça, Michel. Nous avons encore l'espoir de rentrer chez nous. Soyons pragmatiques. Tous les jours à la même heure, et comme avant, le voyant rouge s'allume. C'est bien la preuve que nous sommes encore diffusés et que quelque part, quelqu'un nous écoute peut-être encore. Vous savez, au début de notre mésaventure, j'étais aussi désemparé que vous. Mais en fait, je crois que ce qui nous arrive est une incroyable opportunité de vivre des moments historiques et d'en rencontrer les protagonistes. Et de vous éloigner de votre femme. J'ai toujours eu envie d'interviewer le général de Gaulle, juste avant l'appel du 18 juin. Et moi, Gianni Longo. Oui, et être au plus près de l'événement. N'exagérez pas Stéphanie, vous faites juste la météo. Hein. C'est pour cela que nous devons continuer coûte que coûte à faire notre travail. Je sens que les grands hommes vont se presser dans le studio. Notre quotidienne va vite devenir incontournable. Pierre, arrêtez, vous me faites peur. Oui, bon. Maintenant, tous à vos postes. Antenne dans 5, 4, 3... Bonjour à tous, merci d'écouter Radio Clapas. Nous sommes le 21 juin 1791, il est midi. Tout de suite, la quotidienne présentée par Pierre Beuchat et ses chroniqueurs. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Eh bien oui, chers auditeurs du 21e siècle, voilà quelques jours déjà que vous suivez nos aventures dans ce qu'on pourrait appeler une expérience radiophonique et scientifique involontaire, mais au final totalement jouissive, car nous nous trouvons actuellement au 18e siècle. Et ça chauffe apparemment pour Louis XVI, qui a provoqué une émeute après sa déclaration d'hier soir, je cite, « C'est pas la rue qui gouverne ».
Les députés du tiers-état pointent du doigt son train de vie fastueux. Certains révolutionnaires le soupçonnent de comploter pour rétablir la monarchie absolue. Bref, la situation tourne au vinaigre. Notre envoyé spécial sur place, Nathanael Klinsky. Oui, Pierre, je suis actuellement dans la forêt de Rambouillet à cheval. Je suis la voiture de Louis Capet, 16e du nom, qui essaie manifestement de filer à l'anglaise, de se faire la malle, comme on dit, de quitter le navire avant qu'il ne coule. Alors, pendant que je me rapproche de la voiture, un bref retour sur les derniers événements, puisque autour de 4h, 4h30 du matin, Louis a, semble-t-il, décidé de prendre la poudre d'escampette et de fuir la capitale en direction de Varennes. Alors Nathanael, est-ce que vous êtes en mesure de l'interroger? Ça y est, je le vois. Ah, il m'a vu. Il a l'air inquiet. Je vais tenter de lui parler. Monsieur Capet. Mais taisez-vous. Mais que posez, s'il vous plaît. Mais arrêtez, que voulez-vous? Vous allez nous faire repérer. Monsieur Capet, vous tenez un bon rythme, vous n'avez pas l'air fatigué. Vous pensez être à Varennes pour quelle heure? Mais cassez-vous. Oui, je comprends votre émotion, lui. Essayer de passer inaperçu dans son royaume, c'est pas facile, surtout pour le roi de France. Que pensez-vous que le peuple va dire de cette fuite précipitée? Ne pensez-vous pas que ça risque d'aggraver votre cas? C'est de l'argent que vous voulez? Tenez, mais par pitié, foutez-moi le camp. Pierre, le roi de France semble bien nerveux. Mais il semble que personne pour le moment ne l'ait reconnu, et c'est tant mieux. Car ce ne serait pas dans son intérêt que quelqu'un voit que le roi de France, le souverain des Français, est une grosse mauviette emperruquée. Et Louis. Eh, regarde le gars là-bas dans la voiture à cheval. Créo, il a la même tête que sur la pièce. Bah oui. C'est lui. C'est le roi, il fuit. C'est le roi. C'est le roi. Attrapez-le. Attrapez-le. Ah, Soyez. Les aristocrates les aristocrates, on les prendra. Non. C'est pas moi, vous petit cocher, mais accélérez, cocher. Oh bah si vous étiez pressé, fallait partir plus tôt, hein. Lâchez-moi maintenant. Ah, Pierre, on dirait que le roi va avoir des soucis. Des paysans se sont accrochés à sa voiture. Je pense qu'ils n'ont pas l'intention de le laisser passer. Ils veulent manifestement le faire botter en touche et espèrent probablement reprendre l'avantage à cette occasion. Des chiens sont également entrés dans la mêlée. Les choses se gâtent sérieusement pour Louis Capet, qui, selon toute probabilité, va finir sa course ici, à Rambouillet. Je vais donc vous rendre l'antenne, et comme on dit, à vous les studios. Oui, merci Nathanael pour votre légendaire discrétion. Stéphanie, un point sur la météo? Bonjour Pierre, bonjour à tous. Comme hier, nous retrouvons notre anticyclone qui va continuer à protéger nos bons bourgeois de la dépression. Dans nos campagnes, ce n'est pas un sang impur qui abreuvera nos sillons, mais nous attendons des pluies torrentielles qui raviront les responsables de la maréchaussée. Des pluies qui vont permettre le nettoyage des pavés sanguinolents suite aux émeutes de ce week-end. Je tiens à vous préciser que la maréchaussée vient d'être rebaptisée Gendarmerie nationale. Oui, on s'en fout ça. La météo est terminée? Les températures maintenant, elles continuent de grimper, surtout du côté de la Convention. En effet, aujourd'hui se tient une réunion tendue réunissant jacobins et montagnards pour décider du sort des non-jureurs. Donc c'est vous dire que le climat sera caniculaire. Pensez à vous hydrater. Oui, apparemment Stéphanie a avalé un livre d'histoire aujourd'hui. Merci en tout cas. Tout de suite, l'objet du jour. Quel est l'objet le plus emblématique de cette période? Celui qui a durablement marqué les esprits? La guillotine, bien sûr. Ah, la guillotine. Cette machine à décapiter sans tacher sa chemise sera l'instrument de la justice de notre beau pays jusqu'en 1981. Jusqu'à ce jour où la peine de mort sera abolie aux grandes dames de Michel Sardou. Mais quelles sont ses origines? Tordons ou plutôt tranchons le cou à un vieux cliché erroné. Le docteur Guillotin n'a pas inventé la guillotine. Et non, ce brave révolutionnaire a simplement suggéré que tout condamné à mort devrait subir la même fin, quel que soit son rang social. Précisons qu'il existait jusque-là une demi-douzaine de façons de massacrer légalement et joyeusement son prochain. Rouer, pendre, sabrer, fusiller, écarteler... Bref, que du bonheur, hein. L'idée d'une peine capitale unique fut adoptée. On a alors eu l'idée d'utiliser une machine préexistante qui avait fonctionné jadis à Gênes et à Toulouse notamment. Il semble que ce soit Camille Desmoulins qui ait baptisé cette machine guillotine, avec le succès que l'on sait.
Voyez, chers auditeurs, il s'en passe des choses au XVIIIe siècle. D'ailleurs, nous retrouvons tout de suite Stéphanie pour la rubrique préférée de nos auditrices, la mode. Alors Stéphanie, quelle tendance allez-vous nous présenter aujourd'hui? Eh bien Pierre, je me trouve actuellement au tant attendu défilé des sans-culottes, place de la Bastille. Les plus grands couturiers sont réunis ce jour pour dévoiler leur dernière création. Basile Estal, couturier des couturiers, est à l'honneur. On nous a promis de la modernité. Alors me direz-vous pourquoi tant de couverture médiatique pour venir voir défiler des paysans? Eh bien tout simplement parce que les sans-culottes ne sont pas de simples paysans, ce sont des révolutionnaires. Ils sont formidables, ils veulent changer le monde, bouger les choses, faire tout péter. Stéphanie, le défilé. Désolé Pierre, je m'emporte. Donc en habillant les sans-culottes, le couturier Basile Estal parle le langage du corps. Simplicité des matières, fluidité des formes, rien de commun avec le vêtement luxueux des élus de la noblesse ou du clergé. Le recyclage est de mise. Basile Estal a pioché dans la vie quotidienne quelques éléments banals qu'il a réutilisés avec éclat. Que de virilité! Pantalon rayé 3 couleurs, blouson et gilet au point mousse. D'autres sont vêtus de la carmagnole, veste courte à gros boutons, adoucie par un subtil mélange de flanelle. Jolie palette de bleu, couleur très automnale sur des tissus d'été façon David Hamilton. Pardon, c'est fini? Oh Pierre, un point sur les souliers s'il vous plaît. Oui, allez-y. Bien sûr, le symbole qui marque l'appartenance au peuple travailleur, les sabots. Obligatoire. Pour ce qui est des coiffures, aucune fioriture. Le roi, aujourd'hui, c'est le bonnet phrygien. Sa couleur rouge est flamboyante. Fini les rouges verts mignons, place au rouge magma. Les coupes sont très raffinées, tout ça donne un côté aérien. La cocarde rajoute un côté champêtre. Sans oublier le sabre, porté à la taille, sur une ceinture corselée qui va à coup sûr rejoindre le must-have automne-hiver 1791. Basile Estal a vraiment le chic pour sublimer la pauvreté. Pierre, le défilé semble perturbé par une nouvelle explosive. Nous venons d'apprendre de sources sûres que le roi Louis XVI a tenté de s'enfuir. C'est la panique dans les coulisses, les sans-culottes sont en colère. Il s'apprête à quitter le défilé en catastrophe, on parle de trahison, de décapitation. C'est un podium riche en émotions, je vais essayer d'en savoir plus, Pierre. Voyons, Stéphanie, rentrez tout de suite au studio. Ça peut être dangereux. Vous n'êtes pas formé pour ce genre d'interview. Mais je peux le faire, Pierre, j'y suis presque. Je me trouve seulement à quelques mètres de l'ordre où sont regroupés les révolutionnaires. Rentrez, je vous dis. Mais Pierre! J'espère que Stéphanie ne s'est pas retrouvée sans culotte dans la bataille. Et maintenant, chers auditeurs, nous retrouvons tout de suite le top 3 des tubes de 1791. Numéro 3, il perd une place cette semaine, c'est Fabre des Antilles avec Il pleut, bergère. Numéro 2, grosse déception pour Claude Joseph Roger de Lille, qui perd la première place du top avec son hit pourtant incontournable, La Marseillaise. Et voici venu le moment que vous attendez tous, il rentre directement dans le top en première place avec plus d'1 million de livrets de chants vendus cette semaine et quelques têtes coupées en rythme. Je veux parler de The Tube, la Carmagnole. Dansons la Carmagnole, vive le son, dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Monsieur Veto avait promis, d'être fidèle à son pays, C'est quoi ces préventions journalistiques, Stéphanie? Oh, je voulais juste rendre le défilé plus intéressant. Ce que je vous demande, c'est de faire la météo et les potins de nana, pas de monter sur les barricades. C'est moi. Alors, c'est bien, hein. Vous avez vu ça? Vous avez vu Michel? C'était Louis XVI, hein. Et tout de suite, chers auditeurs, redevenons sérieux. Michel Fermat reçoit Maximilien de Robespierre. Mes chers petits,
J'ai aujourd'hui l'honneur de recevoir un personnage trouble, ambigu, donc forcément intéressant, n'est-ce pas? Maximilien de Robespierre. Robespierre, vous êtes surnommé l'incorruptible, du fait de votre absolue rigueur morale, laquelle confine, permettez-moi, à l'extrémisme. Certes, vous êtes un des principaux artisans de la démocratie en France, ce merveilleux système, grâce auquel même un abo inculte peut devenir président de la République, dès lors qu'il est élu par une majorité d'abrutis. Oh, je vois le Beuchat qui fait les gros yeux. Non. Il a peur pour sa carrière, le jeune arriviste. Ah, c'est normal à son âge. Donc, Robespierre, vous avez des idées généreuses. Mais vous êtes responsable de la mort de nombreux opposants à vos idées généreuses. La première et primordiale question de cet entretien sera donc, peut-on faire le mal pour obtenir le bien? Je ne vois pas bien ce que vous voulez dire. Vous insinuez que je fais le mal. Séparer une tête de son corps n'est pas ce que j'appellerais une bonne action, mon vieux. Décapiter quelqu'un qui s'oppose au bien de tous est une bonne action. Ah, c'est ainsi que vous concevez les choses. Selon l'intention qui l'anime, un même acte peut être bien ou mal. C'est cela même. Mais, Robespierre, je vous assure, objectivement, décapiter quelqu'un, c'est mal. Et pourquoi cela? Eh bien d'abord parce que ça fait mal. Qu'est-ce à dire? Mais laissez-moi vous dire qu'une tête séparée de son corps reste consciente pendant quelques secondes. Se retrouver au fond d'un panier et voir son corps d'un point de vue pour le moins inhabituel, vous imaginez le sale moment. C'est faux. Sur la guillotine, la mort est instantanée. Eh bien vous verrez. Pardon? Poursuivons. Robespierre, vous soutenez que la vertu ne peut s'imposer sans la terreur. C'est incomplet. Certes, sans terreur, la vertu ne peut s'imposer. Mais sans vertu, la terreur est ignoble. Oui, la fin justifie les moyens, quoi. Absolument. Dès lors que la fin est morale. En somme, vous n'êtes pas cruel, mais simplement impitoyable. Et je l'assume. Je tiens tout de même à vous faire savoir que je connais quelques exemples d'utopies qui virent à la dictature. Je ne veux pas être dictateur. Marat insiste pour que je le devienne, mais je refuse. Ce fou furieux de Marat pense probablement que vous pourriez être un nouveau Cincinnatus. Je précise pour nos auditeurs diplômés mais ignares que Cincinnatus est ce Romain qui prit les pleins pouvoirs, le temps d'installer la République à Rome et qui se retira une fois sa tâche accomplie. C'est un des rares exemples des dictateurs bienveillants et désintéressés de l'histoire. Cincinnatus est un grand homme. À vrai dire, je ne suis pas certain d'être aussi intègre. Vous doutez de votre capacité à abandonner un éventuel pouvoir absolu. La carapace de l'incorruptible a donc une faille. Ah, le pouvoir est une drogue, je ne suis qu'un homme, avec ses faiblesses. Ah, mais que fais-je? Je me laisse aller à la confidence comme une pucelle. Détendez-vous, mon ami, nous sommes entre nous. Je savais que vous n'étiez pas un affreux. Vos positions en faveur du droit de vote pour les juifs et les gens de couleur, vos réquisitoires contre la guerre. Vous avez également sauvé de pauvres innocents de la guillotine. Un fait trop méconnu. Allez, il me semble que vous êtes un idéaliste sincère, embarqué dans un gigantesque merdier, passez-moi l'expression, et vous entretenez à grand-peine une image de méchant. Mais je n'en peux plus de toute cette violence, tous ces coups qui pissent le sang, cette ambiance oppressante, ça me rend malade. Ah, mon pauvre ami. Mais je veux simplement la paix et la justice. L'enfer est pavé de bonnes intentions, Robespierre. Nous instaurerons la démocratie, quel qu'en soit le prix. Vous êtes un homme de conviction. Mais rappelez-vous ceci, qui a vécu par le glaive périra par le glaive. Pardon? Eh bien, Maximilien de Robespierre, je vous remercie de m'avoir accordé cet entretien. Merci à vous, ça m'a fait du bien de... Merci Michel, nous arrivons maintenant au terme de notre émission. Nous vous remercions de nous être fidèles. Nous espérons vous retrouver demain. Michel, raccompagnez votre invité dehors, vite. Merci beaucoup, à demain. Allons, hâtons-nous, Maximilien de Robespierre. Attention à la marche en sortant. Et bonne chance pour la suite. Adieu. J'espère qu'on arrivera en 2009. Où est-ce qu'on a atterri encore? Quelqu'un parle l'araméen? Quelles incroyables aventures attendent nos intrépides amis. Parviendront-ils un jour à rentrer chez eux? Ne vont-ils pas finir par attraper un chaud et froid avec tous ces déplacements? Vous le saurez dans le prochain épisode de Perdu sur les ondes.